Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque début de mois, je retrouve Jonathan Kiefer, le directeur des investissements chez Epsor, pour un nouvel épisode de Retour sur l'investissement, le podcast d'Epsor qui revient sur l'actualité des marchés financiers. J'en profite par la même occasion pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Et comme à mon habitude, avant de commencer, je voulais bien vous signaler que nous enregistrons cet épisode à distance et que nous sommes au moment de l'enregistrement le 7 mai 2021 et que les chiffres que va vous communiquer Jonathan sont datés du 30 avril. Bonjour Jonathan. Bonjour Dylan. Alors, comme tu nous l'as dit lors de l'épisode précédent, les marchés financiers à fin mars se portaient bien, notamment dû au fait que nous sortons petit à petit de la crise de la Covid. Et on avait notamment évoqué les marchés actions qui affichaient de très bonnes performances et même des records dans certaines zones géographiques. Alors, sur le mois d'avril, est-ce qu'on a poursuivi dans ce sens ou est-ce qu'au contraire, il y a peut-être eu quelques agitations qui sont venues réduire cette performance passée ? Alors, sur le mois d'avril, on a vraiment eu la suite de ce qu'on a vu, notamment au mois de mars. Les marchés actions sur les pays développés ont continué à bien se comporter, des progressions qui sont en moyenne de 2%, avec même les secteurs qui étaient peut-être un petit peu à la traîne en début d'année. On a parlé dans les premiers épisodes, notamment le grand match de l'année des valeurs croissance contre les valeurs value, donc les valeurs décotées. Et oui, en tout cas au début du mois d'avril, il y a vraiment eu des apaisements du côté des craintes sur l'inflation et donc des taux d'intérêt qui se sont normalisés et du coup ça a favorisé les valeurs plutôt croissance qui ont donc plus progressé et réduit l'écart par rapport aux valeurs plutôt décotées, qui sont toujours en tête depuis le début de l'année, mais voilà, avec moins d'écart. Donc sur les marchés développés, tout va bien, et effectivement, on a continué à battre des records au mois d'avril, et on finit le mois d'avril sur des points assez hauts. Peut-être là où on peut mettre un petit bémol, c'est sur les marchés actions des pays développés. Alors si on se souvient, je pense que c'était dans le premier épisode du podcast, on parlait que c'était les marchés émergents qui avaient finalement qui étaient les mieux positionnés pour l'année 2021, puisque notamment en Asie, c'était les premiers qui sortaient de la crise sanitaire. Dans les marchés émergents, il n'y a pas que l'Asie, même si c'est l'Asie qui est très important, qui est le point le plus important. Et c'est vrai que là, pour le coup, les autres zones géographiques des pays émergents, elles, souffrent de la crise sanitaire, souffrent notamment d'une troisième vague qui touche notamment l'Inde, et ça fait vraiment les gros titres des journaux, et aussi le Brésil, qui est le pays le plus important d'Amérique du Sud. Et donc on voit globalement des marchés émergents qui avaient très bien commencé l'année et qui souffrent un peu plus, notamment au mois d'avril. Alors c'est lié aussi à la remontée du dollar, et on sait que quand le dollar monte, ça pénalise les devises émergentes et donc les marchés actions des pays émergents. Peut-être le dernier point aussi pour parler de la moins bonne performance des marchés émergents, c'est en Asie, le régulateur qui est en train de un peu serrer la vis autour des grandes valeurs technologiques asiatiques, les BATX. Ça avait commencé l'année dernière sur Alibaba, c'est en train de se propager un petit peu à toutes chacune des composantes des BATX, Tencent, Baidu, notamment sur le prisme financier. Donc toutes ces très grandes boîtes concurrentes des GAFA américains essayent de se positionner sur le marché de la finance, des fintech. Et ça plaît pas trop aux régulateurs et ça plaît du coup pas trop aux investisseurs qui ont un peu délaissé ces valeurs. Et ça va aller impacter notamment nos fonds exposition monde qui ont des expositions émergentes et qui ont eu des performances peut-être un peu en deçà des marchés développés sur le mois. Ok, parfait. Très bien. Merci pour ces précisions. Qu'est-ce qu'on a comme fonds là, qui ont exposition monde actuellement ?
chez nous, dans la gamme d'Epsor? Dans la gamme d'Epsor, on a 3 fonds vraiment exposition monde diversifiés. Encore une fois, ça dépend. Tous les épargnants n'ont pas exactement les mêmes gammes. Sur ceux qui sont sur notre gamme, disons, notre PEI le plus largement distribué, on a donc chez Comgest, le fonds Comgest Monde, qui lui avait justement eu un pari assez dynamique d'augmenter les expositions sur les pays émergents en fin d'année dernière, et donc qui souffre un petit peu et qui est un petit peu en retrait sur l'année. On a le fonds Échiquier World Equity Growth, qui a à peu près le même type d'exposition, qui est lui plus concentré sur les valeurs de croissance et notamment sur des valeurs de croissance chinoises, et donc qui lui aussi n'a pas un mois d'avril incroyable, même s'il reste évidemment positif depuis le début de l'année. Et le dernier est donc le premier en termes de performance, c'est le fonds Covea Monde, qui lui, à la différence des deux autres, n'a justement pas d'exposition sur les marchés émergents. C'est un monde developed, et donc c'est le meilleur performeur sur cette catégorie depuis le début de l'année. Ok, très bien, merci. Alors, pour les auditeurs qui sont membres du club des épargnants d'Epsor sur LinkedIn, d'ailleurs, je vous invite tous à venir adhérer à ce club. Il vous suffit de taper le club des épargnants Epsor sur LinkedIn et de faire une demande d'adhésion. Pour résumer, c'est un groupe qui a pour vocation de délivrer, un peu comme on le fait dans le podcast, l'actualité des marchés financiers, mais aussi celle d'Epsor et quelques petits conseils. Et du coup, sur ce fameux club, Jonathan, tu as posté cette semaine un classement de sociétés de gestion appelé le Six Alpha League Table France 2021, et au sein duquel on retrouve 5 de nos sociétés de gestion partenaires dans le top 10. Et si je ne dis pas de bêtises, on en a même 4 dans le top 5, ce qui est une super nouvelle pour nos épargnants. Mais encore faudrait-il comprendre ce classement et savoir sur quoi il se base. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, absolument. C'est vrai que, alors, on était très heureux de voir les résultats de ce classement. La méthodologie, elle est assez complexe. On avait mis en lien vraiment tout l'article qui expliquait ça en détail. Je peux apporter des petits éclairages, faire un petit résumé succinct. Donc là, déjà, on se concentre sur les sociétés françaises. Une des spécificités de l'épargne salariale, c'est que les fonds éligibles, les rendus éligibles par les régulateurs sont issus de sociétés françaises, ce qui explique qu'une forte concentration parmi les sociétés de gestion qu'on sélectionne. Et on parle de gestion action. Donc, les sociétés qui gèrent pour nous des fonds obligataires ne sont pas censées se retrouver dans ce classement. Donc déjà, on ne parle pas de toutes les sociétés de gestion, mais des sociétés de gestion vraiment qui font des fonds actions. Et il se base alors sur l'alpha. L'alpha, c'est une donnée très quantitative, une donnée mathématique. Je vais essayer de l'exprimer dans des mots disons vraiment qualitatifs. L'alpha, c'est finalement, quand alors ce qu'on fait en finance quantitative, on fait des régressions. Quand un fonds il a une performance, donc des rendements chaque jour, et on va aller regarder ces rendements, la série des rendements, finalement, avec quoi elle est corrélée et qu'est-ce qui la drive, qu'est-ce qui va la faire bouger. Et donc, pour faire ça, on fait des régressions qu'on appelle multifactorielles. On va aller regarder différents facteurs de risque et on va aller identifier en quoi ce fonds comme un objet, et donc les performances du fonds comme un objet mathématique sont expliquées par différentes expositions à différents facteurs de risque. Et finalement, l'alpha sera tout ce qui ne peut pas être expliqué par des expositions à des facteurs de risque. Et c'est réputé être donc finalement la valeur ajoutée par le gérant ou la valeur détruite de son timing, de sa sélection de titres. Vraiment, c'est vraiment tout ce qui ne peut pas être expliqué par une exposition à des facteurs de risque. Et donc, et c'est en cela où c'est intéressant, mais c'est des calculs compliqués, c'est que, par exemple, si on prend les 2 premiers du classement qui ont des fonds qu'on distribue chez nous, la Financière de l'Échiquier et Comgest sont 2 sociétés de gestion qui sont plutôt typées valeur de croissance, ce qui explique leur très bonne performance l'année dernière. Mais en fait, on retrouve dans le classement d'autres sociétés de gestion qui sont aussi typées valeur de croissance. Et quand on va aller calculer l'alpha de fonds de sociétés de gestion plutôt valeur de croissance, on va aller prendre l'exposition au style valeur de croissance comme une exposition au risque. Et donc l'alpha
qu'on va exhiber sera vraiment en neutralisant cette exposition un peu naturelle, enfin l'exposition naturelle de ces sociétés à certaines actions en particulier, pour vraiment avoir la valeur ajoutée en neutralisant l'exposition, par exemple, valeur de croissance dans leur gestion. Et c'est en cela où vraiment cette étude se veut la plus disons la plus concrète possible sur comment on peut quantifier dans le passé la valeur ajoutée d'une société de gestion, puisqu'elle va aller faire la moyenne de l'alpha généré sur tous les fonds gérés par la société de gestion. Donc déjà, vraiment la qualité intrinsèque de la société de gestion, c'est en regardant pas son meilleur fonds, mais tous les fonds qu'elle gère. Elle va regarder également la persistance de cet alpha. Donc l'idée n'est pas juste de regarder si une année il y a eu de la surperformance, mais si au long cours, sur les mêmes fonds, quand il y a de la surperformance, de l'alpha, de la valeur ajoutée, elle est persistante dans le temps, on la retrouve de façon récurrente, quelles que soient les configurations de marché et quelles que soient les expositions aux facteurs de risque. Donc c'est vraiment une des études les plus complètes que j'ai pu trouver sur ce domaine-là, et on est très heureux de voir que finalement les données quantitatives dans le passé viennent valider ce que nous on fait quand on rencontre les sociétés de gestion, quand on rencontre les équipes de gestion, d'un point de vue purement qualitatif, de regarder la valeur de leur process, le côté solide des équipes d'analyse qui vont aller sélectionner, rencontrer les entreprises, les dirigeants d'entreprise, le management, qui vont aller sélectionner, comme ça vraiment par toutes ces méthodes de fourmi, vont aller sélectionner les meilleurs titres pour constituer les fonds et ensuite les mettre à disposition des épargnants. Et donc tout ça vient un peu valider tout le process qu'on a mis en place chez Epsor de sélection des sociétés de gestion et des fonds qu'on met à disposition de nos épargnants, puisque encore une fois, quand vous allez regarder dans le détail l'étude, vous retrouverez alors notamment pour les premières sociétés de gestion, le détail des fonds avec les statistiques vraiment sur chacun des fonds, et vous retrouverez les fonds qu'on met à disposition de nos épargnants chez Epsor. Donc c'est vraiment une façon indépendante de montrer un peu ce qu'on essaye de faire, et pour les épargnants qui s'intéressent vraiment et qui veulent aller composer eux-mêmes leur portefeuille, une façon, une source de données indépendantes pour aller confirmer la valeur des sociétés. Chercher des fonds, voir lesquels justement apportent cette valeur ajoutée, on va dire. Et du coup, juste pour revenir, on va citer les sociétés de gestion qui font partie de ce top 10 et du coup qui sont référencées chez nous. Oui. Donc on avait en première position la financière de l'échiquier. Deuxième position, Comgest, oui. Ensuite Ecofi, et après en cinquième position, Ofi, donc ce qui fait bien ce que je disais tout à l'heure, 4 sociétés de gestion dans le top 5. Oui. Et en neuvième position, on retrouve Covea. Absolument. Donc voilà un peu. Et on retrouve du coup les sociétés de gestion dont j'ai parlé en début de podcast sur les fonds Action Monde, puisque c'est vrai que le fonds Action Monde, c'est celui généralement qui va aller regrouper toutes les compétences des sociétés de gestion dans une espèce de fonds best-of de leurs différentes équipes sur les zones géographiques. Et donc c'est un peu le meilleur et le meilleur résumé. Et voilà, et tout ça est assez cohérent, le fait qu'on aille que les fonds Action Monde qu'on référence soient issus des meilleures sociétés de gestion. Très, très bon résumé, et j'espère que les auditeurs vont comprendre cette analyse et cette étude, et qui permet surtout, oui, c'est vrai, comme tu le disais, de mettre en avant ce travail qui est fait chez Epsor d'analyse et de sélection des sociétés de gestion et des fonds. On va toujours rester sur le sujet des fonds. On va passer au top 3 des meilleurs fonds sur le mois d'avril. Sur le mois de mars, pour rappeler aux auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, parmi tous les fonds proposés dans la gamme d'Epsor, c'était des fonds de grande capitalisation européenne qui avaient surperformé, et notamment les fonds Lazard Equity SRI, Fidelity Europe Action et Ofi Croissance Durable et Solidaire. Alors la question, est-ce que ces fonds font toujours partie du top 3 ? Est-ce que ça a un peu bougé ? Alors ça a bougé, hein. C'est assez normal que voilà, chaque mois est différent au niveau des performances. Sur le mois d'avril, on retrouve un fonds croissance sur l'Europe. C'est toujours l'Europe qui est donc en tête, en ligne avec ce dont j'avais parlé sur les fonds, sur la zone émergente. C'est toujours l'Europe qui est en tête. On a
En première position, alors encore une fois là je le fais sur la gamme la plus large possible et donc tous les fonds ne sont pas disponibles à tous les épargnants à l'instant où je parle. Le premier fonds c'est un fonds Allianz Immobilier. Le secteur immobilier avait alors souffert l'année dernière. Là encore une fois on parle d'immobilier coté, ça avait souffert l'année dernière, ça avait souffert en début d'année. On a anticipé qu'on aurait une normalisation et qu'on aurait un rebond au moment où les perspectives de réouverture de l'économie en Europe commenceraient à se matérialiser. Et voilà, pas de mystère. Ça, c'est le mois d'avril et le début, alors même si c'était plutôt le confinement en France, mais en moyenne en Europe, c'était plutôt un mois où l'espérance commençait à arriver avec l'accélération de la politique vaccinale. Et donc, sans surprise, les fonds immobiliers ont bien performé. Le meilleur performeur en avril est le fonds Allianz Simo, suivi par un fonds plutôt donc Europe, plutôt grande capitalisation de croissance chez Comgest, et enfin le podium se termine par le fonds Échiquier Agénor, là pour le coup aussi un fonds Action Europe, mais plutôt moyenne capitalisation. Donc voilà, donc ça brosse un tableau assez complet de ce qui marche bien en ce moment, plutôt l'Europe, un peu sur des thématiques différentes. Voilà, là on est plus vraiment sur la sélection de titres qui va faire la performance qu'une grande exposition à un facteur de risque particulier. Mais voilà, on a ce trio qui se tient dans un mouchoir de poche, et depuis le début de l'année, c'est toujours les fonds PME qui tiennent la corde et qui avaient vraiment commencé très fort et qui continuent à bien se maintenir. Donc voilà, le fonds OFI PME et le fonds Puvelka Initiative PME qui sont toujours les deux meilleurs performeurs depuis le début de l'année. On en parle souvent à chaque nouveau rendez-vous de retour sur investissement, et on le voit souvent en tête de liste, on va dire, ces deux fonds-là. Eh bien, merci Jonathan à nouveau pour toutes ces informations et précisions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours directement en commentaire sur les réseaux sociaux et donc également sur le Club des épargnants. Et nous vous invitons également à nous faire part de vos souhaits pour le prochain point, ce que vous aimeriez qu'on aborde. Et pour cela, envoyez-nous un email à l'adresse suivante, podcast@epsor.fr. Merci Jonathan, merci à tous et à bientôt. Merci Dylan, à bientôt.